Alors, il y a véritablement une tendance, hein, cette tendance à la désinstitutionnalisation, comme on l'appelle, ou comme on le renomme maintenant de manière encore un peu plus, je vais dire, contemporaine, parce qu'il y a un effet accélérateur de décivilisation, hein, et que certains poussent même jusqu'à nommer un processus de crise du surmoi. Hein, donc, vous voyez jusqu'où on va dans la lecture de ce détricotage du lien entre individu et société. Non, c'est quelque chose qui est vraiment présent à partir des années 80. En fait, ça va s'installer dans les années 80 euh, comment dire, euh, en suivi, je pense, d'une convergence de phénomènes. Mais un des premiers phénomènes qui va apparaître, c'est le phénomène de managérialisation de l'État. Donc la managérialisation de l'État, c'est quoi? C'est cette volonté de l'État de maîtriser au mieux ses budgets, hein, et de faire en sorte que les recettes qui avaient diminué suite à la crise pétrolière des années 70, hein, faire en sorte que les budgets puissent toujours servir à des politiques publiques euh, qui interviennent dans de plus en plus de domaines à l'époque, ok, mais qui nécessitent donc des phénomènes de rationalisation. Et on va avoir un de ces phénomènes de rationalisation, on va le retrouver dans tout ce qui concerne les politiques sociales. Et on sent que politique de santé, politique sociale, hein, ce sont des éléments qui sont relativement proches. Et dans les politiques sociales, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va véritablement instituer une société de la mise en projet des individus. Okay, et la mise en projet des individus va consister à conditionner l'obtention d'une série d'allocations, notamment hein, pour les personnes qui sont au chômage ou qui sont allocataires sociaux. On va conditionner l'obtention d'allocations au fait que les individus se mettent en projet, mais qu'ils se mettent individuellement en projet. Et donc, c'est une société du travail sur soi qui va naître à ce moment-là. Okay, et ce n'est pas du tout anodin parce que ce travail sur soi, qu'on va retrouver d'abord dans les politiques sociales, on va le voir aussi apparaître dans plein d'autres politiques. Si vous prenez les politiques du handicap, c'est la même chose. Les personnes qui souffrent d'un handicap sont de plus en plus amenées à se mettre en projet pour s'insérer dans la société, pour participer à l'œuvre collective de richesse sociétale. Si vous prenez dans les entreprises, on va passer d'un modèle de syndicalisme global et général, hein, qui est très homogène par classe sociale, à un syndicalisme de service qui va entraîner de plus en plus des politiques de gestion des ressources humaines individualisées, hein, où chaque individu va négocier son package salarial et ainsi de suite. Donc, ce que je fais ici, c'est sommer, si vous voulez, des éléments qui vont contribuer à un phénomène global, hein, qui est un phénomène qui va pousser les individus, et c'est là qu'on va parler de l'hypersubjectivation, hein, donc qui va pousser les individus peu à peu, hein, à de plus en plus se mettre individuellement en projet et à subir aussi en quelque sorte une pression de l'État, une pression de la société pour se mettre en conformité par rapport à un modèle tel que celui-là. Mais l'effet inattendu ou l'effet induit de cette situation-là, eh bien, c'est justement une prise de distance des individus entre eux-mêmes, hein, et ces institutions étatiques qui les invitent à se mettre en projet, qui va conditionner l'obtention de toute une série de choses au fait que individuellement, on s'est mis en projet, qu'on s'est défini des objectifs propres pour se mettre donc en conformité. Et donc, comment dire, le problème, c'est que tout le monde n'a pas les ressources pour se mettre en projet, que tout le monde ne lit pas nécessairement bien les attentes des projets. Et donc, l'écart entre individus et institutions va se marquer de plus en plus. Et il va être renforcé par le fait que les prestataires publics, les fonctionnaires, les assistants sociaux, etc., vont être des personnes qui vont moins entrer dans des relations, si vous voulez, de coopération avec les individus, mais plus dans des relations de contrôle. Contrôle que vous vous êtes bien mis en conformité avec les attentes de projets qui sont les vôtres pour vous forcer en quelque sorte à
entrer dans le système. Et donc là, on a véritablement ce phénomène de distanciation qui va s'installer. Et cette distanciation qui s'installe, eh ben, elle génère maintenant ce problème d'affaissement de l'autorité. Et puis, comme vous le dites à juste titre, il y a des moments de, comment est-ce qu'on va appeler ça? Il y a des moments de fusion, hein, quand même, entre la société, les individus et les autorités. Hein. Si vous vous souvenez de très sinistres mémoires, il y a quelques années à Liège, il y a eu cette personne qui a abattu 2 policières en plein centre-ville. Hein, donc là, il n'y a jamais eu autant de sympathie, de marques de sympathie des citoyens liégeois pour la police qu'à ce moment-là. Il y a eu quelques semaines véritablement de fusion, hein, entre la société et les policiers. Et puis maintenant, il y a eu effectivement la première phase Covid où il y a eu ces applaudissements quotidiens avec ces marques de sympathie tout à fait franches, je pense, de la part des individus. Mais ça, ce sont les moments d'euphorie, en fait, hein, de retissage de liens, mais qu'on peut assez facilement comprendre simplement par l'angoisse qui traversait la société à ce moment-là, puisqu'on était face à un phénomène inconnu dont on ne savait pas où il allait nous mener. Et donc, la cognition, les cognitions, si vous voulez, qui étaient dominantes dans l'esprit des gens pour orienter leur comportement, elles avaient changé de nature. Et la nature, c'était il me faut un sauveur, quoi. Il me faut un point de repère qui, là, va véritablement m'aider à m'en sortir parce que si je ne l'ai pas, je suis véritablement mis en danger. Et face au danger, comme je ne maîtrise rien, eh bien, là, il faut un sauveur. Et donc, du coup, l'hôpital, les médecins sont devenus véritablement les sauveurs de ce moment-là. Mais c'était vraiment ça, ce moment d'euphorie et de fusion. Pour moi, c'était un moment qui était un moment exceptionnel, d'exception, parce qu'il y avait une angoisse telle dans la société que comment dire, que les individus se sont véritablement regroupés derrière celles et ceux qui paraissaient être la clé de leurs problèmes. Quoi. Et qui étaient à ce moment-là les seuls qui semblaient pouvoir réduire l'incertitude. Hein, donc c'était véritablement une incertitude insupportable pour les individus. Voilà. Et puis, vous l'avez très bien remarqué, après la phase 1 de la pandémie et cette fusion société, hôpital, médecin, corps médical, on a eu la période d'apaisement et puis on a la période maintenant de rébellion, hein, mais qui est liée à quoi? Qui est liée au fait certainement que de nouveau, l'état cognitif des individus s'est remodifié et que à l'heure actuelle, ce qui nous semblait totalement incertain a gagné un peu en certitude. On identifie bien les publics qui sont vraiment les publics hautement à risque. On peut les isoler facilement. On voit que globalement, pour toute une tranche autre de la population, les risques sont en apparence beaucoup plus faibles. Vous avez quelques leaders d'opinion qui émergent pour essayer de, comment dire, remettre en cause peut-être une série de tendances à la prudence. Et donc, du coup, pendant la phase qui vient de précéder maintenant le deuxième confinement, on a eu de nouveau un retour de la défiance. On a eu de nouveau un retour de la, comment dire, de la remise en cause de l'autorité de l'expertise médicale et scientifique, simplement parce que les demandes qui étaient adressées aux citoyens apparaissaient comme en décalage par rapport à ce qu'ils semblaient savoir de la situation. Et donc, tout ce qui enfreignait la liberté était considéré comme ennemi. Hein. Et donc, quand vous aviez effectivement des médecins ou des infirmières, des infirmiers qui apparaissaient un peu dans les médias pour quand même encourager les gens à maintenir la distance, à ne pas dépasser la bulle de 10, à respecter le port du masque, etc., bah, tout de suite, on avait des réactions dans les médias sociaux qui étaient très défiantes enfin voilà, véritablement entamant une relation conflictuelle avec les propositions qui étaient faites. Donc voilà, pour vraiment le redire en 2 mots, il y a, je pense, socialement parlant, il y a une tendance longitudinale au conflit individu-autorité et je pense que cette
tendance, elle est à la hausse, hein, donc que la nature du conflit est de plus en plus forte. Mais néanmoins, quand il y a des situations d'urgence, d'incertitude forte, voire de peur et d'angoisse, les individus se retournent quand même alors vers ceux et celles qui peuvent apparaître comme étant la clé de leurs problèmes, en tout cas qui peuvent leur permettre de réduire les incertitudes.